En plein cœur des Alpes suisses, dans la station chic de Crans-Montana, une nuit qui devait être une fête s'est transformée en véritable cauchemar. Personne ne s'y attendait. Les rues étaient illuminées. Les gens riaient, les verres tintaient, et tout le monde pensait seulement à une chose: célébrer la nouvelle année, profiter, oublier les soucis. Mais derrière cette ambiance de fête, une tragédie était en train de se préparer, silencieusement, à l'intérieur d'un bar à la mode, bondé de jeunes, de saisonniers et de touristes venus de toute l'Europe. À l'intérieur du bar, l'ambiance était électrique. La musique tapait fort, les basses faisaient vibrer les murs. Les gens dansaient, serrés, les uns contre les autres. On levait les verres, on criait, on chantait. Les téléphones filmaient tout. Les stories défilaient sur les réseaux. Chacun voulait garder un souvenir de cette nuit soi-disant parfaite. Le lieu était décoré pour l'occasion. Lumière tamisée, éléments festifs, tout pour créer une atmosphère chaleureuse et branchée. Pour beaucoup, c'était la soirée de l'année, celle qu'on attend, qu'on prépare, qu'on raconte à ses potes. Mais dans ce décor surchauffé, un détail allait tout faire basculer. Des bougies étaient allumées ici et là, posées sur des tables, au milieu des décors. Certains avaient aussi sorti des feux de Bengale, ces petites flammes qui jettent des étincelles et qui font des vidéos impressionnantes. Sur le moment, ça semble juste stylé. Ça fait joli sur les photos. Ça fait rire. Ça collait parfaitement à l'ambiance. Pourtant, dans un endroit fermé, rempli de monde, avec des décorations, des rideaux, des éléments inflammables, ce petit geste festif était une bombe à retardement. Au début, personne ne réalise. Une flamme lèche un élément du décor, une petite partie prend feu. Certains pensent que c'est peut-être un effet de lumière, une animation de la soirée, quelques secondes d'hésitation, quelques sourires un peu gênés, un ou deux rires nerveux. Et puis tout s'enchaîne, le feu grimpe, s'étend, dévore ce qu'il touche. En un instant, ce qui ressemblait à un simple incident devient un brasier. La chaleur monte brutalement, la fumée apparaît, épaisse, noire, toxique. Très vite, la musique ne couvre plus les cris. Les gens comprennent que ce n'est plus un jeu, que la situation est grave, que quelque chose de très mauvais est en train de se passer. La fumée envahit la salle, pique les yeux, brûle la gorge. La respiration devient difficile. Chaque inspiration est un effort. Ceux qui sont près de la sortie se précipitent vers la porte, d'autres se retrouvent coincés au fond du bar, serrés, compressés, sans voir clairement où aller. La panique prend le dessus, les corps se bousculent, des gens tombent, sont piétinés, d'autres essaient de les relever, mais le mouvement de la foule est trop fort. Certains crient le nom de leurs amis, de leurs proches, on se prend par la main, on essaie de rester ensemble, mais dans cette fumée, dans cette chaleur, le moindre mètre à parcourir paraît interminable. Des serveurs et des employés, qui connaissent les lieux par cœur, tentent de guider les clients, leur montrent les sorties, les poussent vers l'extérieur, au prix de leur propre sécurité. Des témoins raconteront plus tard avoir vu des scènes dignes d'un film d'horreur, sauf que là, tout était bien réel. La lumière s'éteint par endroits, la fumée couvre tout, les flammes lèchent les murs. Ceux qui essaient de rester calmes se baissent, tentent de ramper, de respirer un peu d'air plus frais près du sol. D'autres frappent sur des portes, sur des fenêtres, cherchent une issue, se cognent, tournent en rond. L'espace qui, quelques minutes plus tôt, semblait vaste et festif, devient un piège étouffant. Dehors, les premières personnes qui parviennent à sortir sont en état de choc. Certaines ont le visage noirci par la fumée, d'autres ont les vêtements brûlés, la peau rougie, parfois arrachée. Elles toussent, s'effondrent, appellent au secours. Très vite, les sirènes retentissent. Des ambulances, des voitures de police, des camions de pompiers convergent vers le bar. Des hélicoptères sont mobilisés. La station, habituellement calme malgré l'agitation des skieurs, devient le théâtre d'une opération de secours massive. Les équipes sur place se retrouvent face à une scène catastrophique. Les secours doivent trier les victimes, évaluer l'urgence de chaque cas, décider qui doit être évacué en premier. Les grands brûlés, ceux qui risquent de mourir dans les heures qui viennent, sont pris en charge en priorité. Beaucoup sont inconscients, d'autres hurlent de douleur, certains ne parlent plus,
le regard perdu. Des intubations sont réalisées sur place, des patients sont plongés dans un coma artificiel pour essayer de les stabiliser avant le transport vers des hôpitaux spécialisés. Pour faire face à l'ampleur du drame, des dizaines d'ambulances sont mobilisées. Des hélicoptères se relaient pour transporter les blessés les plus graves vers des centres hospitaliers capables de les accueillir. Des hôpitaux en Suisse sont en première ligne, mais très vite, d'autres pays entrent en jeu. Des patients sont transférés vers des établissements en France, en Italie, en Allemagne. Les couloirs des services de brûlés se remplissent de victimes de cette même nuit tragique, toutes marquées par le même enfer. Dans un grand hôpital universitaire suisse, un nombre impressionnant de grands brûlés arrive en peu de temps. Parmi eux, des adultes, mais aussi des mineurs, des jeunes qui étaient venus simplement faire la fête. Les médecins se relaient, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, tout le monde est mobilisé. Chaque personne est examinée, évaluée, stabilisée, opérée si nécessaire. Les soignants savent que les heures qui suivent un tel drame sont décisives, que la moindre décision peut faire la différence. Pendant ce temps, les familles commencent à être prévenues. Certaines apprennent que leur proche est blessé, hospitalisé loin de chez lui, dans un autre canton ou même dans un autre pays. D'autres reçoivent des appels qu'aucun parent ne devrait jamais recevoir. Les listes de victimes se construisent peu à peu, avec prudence, avec lenteur, parce que les corps doivent être identifiés, parce qu'il faut être sûr avant d'annoncer l'irréparable. Dans plusieurs pays, des familles se réveillent avec une sensation étrange, un mauvais pressentiment, avant de découvrir que leur fils, leur fille, leur ami étaient dans ce fameux bar au moment de l'incendie. En Suisse, le choc est immense. Les autorités parlent très rapidement d'une des pires tragédies que le pays ait connues depuis des décennies. Les drapeaux sont mis en berne, des hommages sont organisés. La population est bouleversée. Comment une nuit de fête a-t-elle pu tourner de manière aussi dramatique dans un pays réputé pour sa sécurité, ses normes strictes, sa rigueur? Dans les médias, les images du bar calciné tournent en boucle. On voit la façade noircie, les fenêtres brisées, les pompiers encore sur place, seul écho tangible de la violence du feu. Mais avec l'émotion vient aussi la colère. Très vite, des questions s'imposent, simples, brutales. Comment un lieu accueillant autant de monde a-t-il pu laisser des flammes, des bougies, des feux de Bengale entrer en jeu? Les issues de secours étaient-elles suffisantes? Étaient-elles visibles? Le nombre de personnes présentes respectait-il réellement la capacité maximale autorisée? Des travaux avaient-ils été réalisés récemment dans le bar? Et si oui, les règles de sécurité avaient-elles été respectées jusqu'au bout? Les autorités judiciaires lancent une enquête en profondeur. Des experts en sécurité incendie, des policiers, des magistrats commencent à examiner tous les détails. Ils veulent comprendre comment l'incendie a démarré, comment il s'est propagé, pourquoi autant de gens se sont retrouvés piégés. Ils se penchent sur les plans du bar, sur les matériaux utilisés pour la décoration, sur le système de ventilation, sur les extincteurs, sur les dispositifs d'alarme. Chaque élément est passé au crible. Officiellement, au début, aucune responsabilité pénale n'est encore établie. Personne n'est directement accusé. Personne n'est officiellement désigné comme coupable. Mais tout le monde sait que tôt ou tard, des comptes devront être rendus. Les propriétaires du lieu, les organisateurs de la soirée, les autorités qui ont délivré les autorisations d'exploiter, tout le monde se retrouve sous pression. Car derrière les discours et les promesses, une vérité s'impose. Quelque chose n'a pas fonctionné. Des témoignages viennent ajouter une dimension humaine à cette enquête. Un jeune homme raconte qu'il a perdu une amie, serveuse dans le bar, qui travaillait ce soir-là. Elle était venue pour la saison, comme tant d'autres, pour gagner un peu d'argent, vivre une expérience, profiter de l'ambiance de la montagne. Elle connaissait les clients, plaisantait avec eux, courait entre les tables avec son plateau. Elle n'est jamais ressortie du bar. Ce genre d'histoire se répète, change de prénom, de visage, mais reste la même dans le fond. Des vies fauchées en quelques minutes. Les premiers intervenants, eux aussi, sont marqués à vie. Les ambulanciers, les pompiers, les médecins d'urgence racontent les scènes qu'ils ont vécues.
Certains parlent de patients qu'il a fallu intuber sur place. D'autres se souviennent du silence lourd qui suivait les cris une fois les victimes évacuées. Des psychologues sont mobilisés non seulement pour les familles et les survivants, mais aussi pour les équipes qui ont travaillé sans relâche face à un spectacle que personne ne devrait voir. Dans cette atmosphère lourde, la solidarité commence à se structurer. Les services de transfusion sanguine lancent des appels aux dons. Même si les stocks sont au départ suffisants, ils savent que les jours et les semaines qui suivent un drame pareil demandent une énorme quantité de sang pour les opérations, les soins, les transfusions répétées. Des citoyens répondent présents, prennent rendez-vous, se déplacent pour donner dans un geste simple mais vital. Cela devient un réflexe de soutien concret, un moyen de faire quelque chose face à l'impuissance générale. Des pays voisins proposent aussi leur aide. Des hôpitaux français, italiens, allemands se disent prêts à accueillir plus de blessés si nécessaire. Des avions sanitaires sont mis à disposition. Les ministres des Affaires étrangères s'expriment, se rendent sur place, assurent les familles que tout sera fait pour sauver les victimes, pour les accompagner, pour faciliter les transferts et les soins. La tragédie dépasse largement les frontières de la Suisse et devient un drame européen. Pendant ce temps, à Crans-Montana, la vie continue en apparence. Les pistes de ski restent là, la neige recouvre toujours les montagnes, les bâtiments sont toujours debout. Mais quelque chose a changé à jamais. La station est marquée au fer rouge par cette nuit. Les habitants, les saisonniers, les commerçants se connaissent, parlent entre eux, se soutiennent. Certains ont perdu des clients, des amis, des collègues. D'autres ont échappé de peu à l'horreur parce qu'ils avaient décidé de rentrer plus tôt ou de ne pas sortir ce soir-là. Au fond, cette tragédie pose une question que tout le monde comprend instinctivement, même sans connaître tous les détails techniques ou juridiques. Comment un simple geste de fête, une bougie, un feu de Bengale, a-t-il pu déclencher un enchaînement aussi meurtrier? Comment, dans un pays habitué à la sécurité, à la prévention, un bar a-t-il pu devenir en quelques instants un piège mortel pour des dizaines de personnes? Tant que cette question restera sans réponse claire, tant que les responsabilités ne seront pas officiellement établies, cette nuit de Crans-Montana restera dans les mémoires comme un rappel brutal. Un rappel que derrière les lumières, la musique et les sourires, une seule étincelle peut suffire à tout faire basculer. Pour les familles des victimes, pour les survivants, pour les équipes de secours, il y aura toujours un avant et un après cette nuit. Une nuit où la fête a pris feu et où, dans un bar plein de vie, le temps s'est arrêté.